Lukaski, William T. Il y avait urgence pour le président de la République à reprendre la main, ou en tout cas à prendre la parole. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. L'opposition lui reprochait, mais pas seulement. Des membres du gouvernement s'inquiétaient aussi d'une certaine inertie, finalement. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a un premier point, il est politique. Il est politique parce qu'Emmanuel Macron s'exprime au moment où les sondages prévoient éventuellement que Emmanuel Macron n'ait pas de majorité absolue. Il faut rappeler qu'il ait environ 289, 297 pour avoir une majorité absolue. Et pour l'instant, dans certains sondages, il est prévu à 275, 296. Donc, c'est-à-dire qu'il ne serait pas en état de gouverner, ou en tout cas, il serait soumis. Et le gouvernement d'Elisabeth Borne pourrait recevoir une motion de censure et donc du coup être destitué à l'occasion des élections législatives. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron s'est fait élire en opposition face à Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sur la question d'urgence. Il avait dit il faut avoir un président qui tient le cap, notamment avec la gestion de la crise sanitaire, avec l'apparition de la crise en Ukraine, la crise économique, etc. Et il y avait une ambivalence réelle entre dire qu'il y avait une urgence et une crise des profonde et mettre 4 semaines à nommer un gouvernement et prendre 5 semaines, voire 6 semaines à pouvoir donner des premières lignes, alors que c'est là où je vois une véritable ambiguïté chez Emmanuel Macron. Moi, je pense que tout repose sur une question tactique, en fait. Il a fait en sorte de ne pas mettre le sujet politique dès le début pour politiser les élections législatives, pour ne pas prendre un revers de médaille à l'occasion d'élections législatives qui aurait pu voir un réveil de la droite ou un réveil de la gauche avec Mélenchon et NUPES. Vous, finalement, si ce n'est sur la forme ? Mais c'est uniquement une annonce de forme, c'est uniquement pour répondre à un vide et dire qu'en fait, il y a une utilité de voter Emmanuel Macron et c'est pour mobiliser ses électeurs en vue des élections législatives pour avoir la majorité absolue. Et pour reprendre la discussion de Michel Taube sur les délais d'1 an, c'est même plus long que ça en fait, parce que c'est au moins 6 mois à 1 an de discussion. Ensuite, après, il faudra 6 mois à 1 an de discussion parlementaire et 6 mois à 1 an pour mettre en place des décrets. Ça veut dire que les annonces qui vont être débattues à partir de septembre vont mettre au moins 3 ans à être mises en place. Donc, véritablement, il y a une véritable contradiction chez Emmanuel Macron. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça véritablement ? Parce qu'en fait, il n'a quasiment pas de moyens d'action. Vis-à-vis de la crise économique, vis-à-vis de la crise diplomatique en Ukraine, vis-à-vis de la crise énergétique, en fait, il ne peut pas répondre efficacement aux enjeux des Français. Parce que sur la crise économique, il n'a plus de levier budgétaire du moment où le gouverneur de la Banque de France a dit qu'on allait remonter les taux d'intérêt. Donc, du coup, il y a un risque sur la dette. Sur la question de la crise diplomatique, la France n'est pas assez respectée pour qu'il puisse dialoguer avec Vladimir Poutine. Mais sur la question de la crise énergétique, c'est pas la France qui peut agir. Il faut une augmentation de l'offre et donc du coup que les pays pétroliers de l'OPEP puissent augmenter la production de pétrole. Et donc du coup, il n'a pas le moyen d'agir. Et ce qu'il fait, c'est qu'il fait semblant d'agir. Je pense que pour définir qui va être gagnant ou qui va être perdant, tout dépend de la définition des objectifs. L'objectif numéro 1 de Vladimir Poutine, c'est de faire en sorte que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. Est-ce que l'Ukraine a une chance de rentrer dans l'OTAN dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années ? Je ne pense pas, vu de la déclaration d'Emmanuel Macron, qui avait dit que notamment l'Ukraine devrait mettre plusieurs décennies à intégrer l'Union européenne. C'est le premier élément. Est-ce que l'Ukraine peut sortir gagnante ? Tout dépend de la définition de la victoire de l'Ukraine. Est-ce qu'il considère qu'il faut préserver tout le territoire, notamment le Donbass et la Crimée ? Est-ce qu'il faut pouvoir rentrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN ? Tout est une question de définition des objectifs. Tant qu'on ne définit pas les objectifs, on ne peut pas définir ni un gagnant ni un perdant. Et pour reprendre ce que vous avez dit, moi je pense que Poutine n'est ni gagnant ni perdant et que Zelensky n'est ni gagnant ni perdant, tout simplement pour une simple et bonne raison, c'est que pour l'instant on ne sait pas si l'Ukraine va être neutralisée ou va pouvoir rejoindre le camp occidental dans les prochains mois et prochaines années. Dissuasif, comme le dit Michel. Il y a un premier effet, il est psychologique, c'est-à-dire à partir du moment où leurs collègues trafiquants vont voir cette peine, ils vont se dire qu'éventuellement ils peuvent se faire attraper, donc ils vont faire plus attention. Ils le savent par définition. Non, mais il y avait sur certains points, sur certaines décisions de justice, une décision plutôt laxiste qui les encourageait à continuer, notamment les plus jeunes, notamment les guetteurs, parce que c'est tout un trafic, tout un peu organisé. Et c'est ceux qui sont soumis au moindre risque pénal. Au moindre risque pénal. Et donc du coup, le fait d'avoir une réponse policière et de justice associée qui soit forte dans la même direction va plutôt dans le bon sens. La difficulté, c'est qu'il faut l'étendre désormais pour reprendre tous les territoires, parce qu'en fait, dans ces territoires qu'on appelle territoires perdus de la République, vous avez un mode alternatif de progression à la société qui est alternatif au modèle républicain. Ça veut dire que quand vous commencez comme guetteur, puis après vous devenez trafiquant, maître trafiquant, gang, etc. Et puis après, vous créez un écosystème qui est alternatif à celui de la République. Si la justice et si la République veut reprendre le contrôle de ces territoires, il faut qu'il affirme son autorité et qu'il poursuive ce type de décision. Et il faut encourager et protéger les juges qui prendraient ce type de décision. Parce que, évidemment, ces juges-là vont être menacés par les autres trafiquants sur leur famille et sur leur carrière personnelle. Et c'est important, effectivement, de le... William Tay. Je pense que c'est quasiment inutile, même si on peut apprécier le geste. Une semaine après, mais je pense qu'on a assisté à une faillite d'État, qu'on n'est pas prêt pour l'organisation de la Coupe du Monde de rugby l'année prochaine et encore moins pour les Jeux Olympiques de 2024. Bon, où je suis étonné, c'est que d'habitude, on savait qu'on avait un point faible, c'était la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui est une véritable catastrophe sur ce plan-là. Et maintenant, on sait que le gouvernement est une faillite totale. Dans un pays démocratique et normal, normalement, le ministre de l'Intérieur, le préfet de police aurait dû démissionner. Et même, j'irais plus loin, dans un pays démocratique comme le Royaume-Uni,
comme les pays du Nord, voire l'Allemagne, le gouvernement aurait pu tomber. Parce que quand on prend la finale de la Ligue des Champions, vous avez entre 1 million à 3 milliards de téléspectateurs qui ont vu la faillite française. Notre pays a été humilié profondément. Et le seul moyen qu'on a en réponse, c'est de distribuer du maquillage. Peut-être les personnes qui l'ont reçu ont pu apprécier le geste d'avoir une police qui est sympathique. Mais est-ce que ça répond véritablement à l'humiliation qu'a vécu tous nos concitoyens et notre pays qui a été abîmé dans le monde entier avec le président de l'UEFA qui a dit que la France était quasi un pays incapable d'organiser une compétition sportive, c'est-à-dire qu'on est similaire à un pays du tiers-monde. Le préfet Didier Lallemand a assumé ce qui s'est passé et de vouloir toute la transparence. Il va falloir aller très vite. Non, mais ils ont un problème, ils ont un double problème. C'est que, ils ne veulent pas dire la vérité parce qu'ils ne veulent pas mobiliser les électeurs de banlieue en faveur de Jean-Luc Mélenchon aux élections législatives. Quasiment tout le monde le sait, ils admettent la majorité à peu près entre eux. Et il y a un deuxième point, c'est qu'en fait, il ne veut pas répondre véritablement aux véritables enjeux. En fait, Emmanuel Macron est passé de la culture de responsabilité, où vous aviez une ère, en fait, c'est le principe d'une société démocratique. Ça veut dire que on élit des représentants, ces représentants décident pour nous et ils sont jugés responsables s'ils font des bonnes actions ou des mauvaises actions. Emmanuel Macron est passé à une ère d'irresponsabilité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on désigne un bouc émissaire pour se défausser d'une responsabilité. Darmanin a désigné les supporters anglais, d'autres désignent les failles de la police, mais le véritable responsable, c'est celui qui donne les ordres. Donc, c'est le Premier ministre ou le Président de la République. Et comme ils ne veulent pas traiter le problème, parce que c'est très difficile à traiter comme problème, c'est-à-dire qu'il faut mettre des moyens et une volonté politique très forte, ils ne veulent pas en donner cette responsabilité, donc ils dévient le sujet. Du bras de fer, ce sont les mots d'Elisabeth Borne. Je pense qu'ils ont fait une erreur en refusant le 49.3. Ils ont fait une erreur stratégique parce qu'ils n'auront quasi peut-être pas le choix d'utiliser le 49.3 pour faire passer la réforme des retraites pour deux raisons. C'est-à-dire qu'ils auront un blocage au niveau des syndicats, dans la mesure où il n'y a que la CFDT qui pourrait être pour, mais la CFDT s'est toujours opposée à un relèvement de l'âge, c'est le premier élément. Et deuxièmement, vous aurez une opinion publique et des manifestations qui seront très importantes, notamment dans les services publics et dans l'ensemble des champs en fait, de manifestations. Et donc du coup, vous aurez un pays bloqué. Et est-ce qu'il sera capable de tenir avec une majorité politique qui sera de plus en plus étroite sur ce type de réforme? Il y a deux raisons pour lesquelles il faut faire la réforme des retraites. Un, c'est pour sauver le système de santé, le système de retraite par répartition. Et le deuxième élément qu'on ne dit pas, mais qui est réel, c'est qu'en fait, pour que la France aille mieux, et notamment pour relever le pouvoir d'achat, il faut que la France travaille plus et produise plus. Et pour que la France produise plus, il faut à la fois travailler plus longtemps, de façon hebdomadaire par semaine, il faut travailler plus longtemps tout au long de la vie. Tant qu'on ne résoudra pas... C'est tout l'inverse de ce que dit Jean-Luc Mélenchon, on est bien d'accord. De tout ce qu'on fait. Moi, je pense qu'on doit changer de système, arrêter le système par consommation pour passer à un système de production. Et à ce moment-là, on pourra rompre avec le malheur français et renouer avec les jours heureux. Et s'il propose ça, ce sera en cohérence avec le Conseil national de la refondation qui s'inspire. Moi, je me suis renseigné sur la question de qui pourrait succéder à Vladimir Poutine. Oui, c'est évidemment la question. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas qui va succéder à Vladimir Poutine. Parce que si Vladimir Poutine tombe, notamment en étant malade, il y aura quelqu'un qui va t'installer démocrate, de façon politique, il y aura aussi éventuellement un coup d'État militaire. Et ce qu'on estime, en tout cas les sources qui sont proches du Kremlin, disent qu'éventuellement il y a des types qui sont encore plus radicaux que Poutine, qui pourraient prendre sa place après lui. Poutine n'est pas vraiment le type le plus radical dans son propre pays. Donc ça, c'est la première interrogation que je mets. Deuxième point, c'est qu'en fait, l'opinion publique russe est mobilisée sur la question de l'ukrainienne et ils veulent une victoire symbolique. Et donc du coup, la personne qui prendra la suite de Poutine, surtout si ça arrive dans 3 mois, 6 mois, 1 an, vraisemblablement ne changera pas de ligne politique par rapport à Vladimir Poutine sur la question du conflit en Ukraine. Donc je ne sais pas, moi, si c'est forcément la bonne tactique, dans la mesure où celui qui va être installé, il faut le voir comme ça. Si Poutine meurt demain, quelqu'un va être installé et devra répondre et devra être légitime devant son opinion publique, comme quand Poutine est arrivé au pouvoir en 2000 avec la guerre qu'il avait engagée. Et donc, du coup, vraisemblablement, cette personne, pour être légitime, devra être encore plus fort et taper encore plus fort pour être légitime vis-à-vis de son propre pays. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée qui tombe maintenant. C'est une question clé, celle de la succession, évidemment. Mais en fait, il y a à peu près 4-5 personnes qui sont plutôt prévues. Il y a un certain Dmitri Medvedev